Instant historique à Katyn, le général Jaruzelski a rendu hommage à 15 000 Polonais victimes du stalinisme. Marseille-Bordeaux pour le titre de champion de France, un match placé sous haute surveillance. La traque aux ovnis en Belgique, la population, l'armée et les gendarmes mobilisés. Le printemps de Bourges à leur Zigane, les Gypsy Kings invités en direct dans cette édition. Et puis invité du 19-20, Jean Daniel, directeur de la rédaction du Nouvel Observateur. Bonsoir, le Synthol et d'autres produits pharmaceutiques du laboratoire SKF retirés de la vente pour éviter de faire du mal là où ils étaient censés faire du bien. Un sabotage, une demande de rançon sont à l'origine de ce retrait. Enquête à Limay dans les Yvelines de Jean-Paul Gerroir. Ça fait du bien là où ça fait mal, le slogan de Synthol reste valable a priori. Pourtant dans le doute, la direction de la firme pharmaceutique SKF a gelé tout le stock et arrêté la production de son usine de Limay en Yvelines, là où est fabriqué le Synthol. Le doute, c'est un maître chanteur qui l'a instauré, il demandait 6 millions de francs, c'était par téléphone et c'était mardi dernier. Le saboteur nous indiquait précisément, pour illustrer sa menace, une bouteille d'un produit, le Zintel, qui était contaminé. Le Zintel n'a rien à voir avec le Synthol, c'est un antiparasitaire destiné pour l'essentiel aux pays à hygiène faible, l'Afrique essentiellement. Le flacon clairement désigné a été aussitôt analysé, il s'est révélé effectivement toxique. On y a retrouvé 1 millilitre d'acide chlorhydrique. Selon SKF, rien de mortel, mais son absorption se serait sans doute traduite par de graves brûlures à l'œsophage. La police est alertée, le ministère de la Santé aussi, qui transmet l'information aux pharmaciens. Cet après-midi pourtant, tous n'étaient pas au courant. Pas du tout, pas encore. Non, nous l'apprenons par vous. En plus du Zintel et du Synthol, l'usine de Limay produit aussi des médicaments de cardiologie et de gastrologie. Son personnel a appris la nouvelle hier matin. Les employés de Limay sont en état de choc. Ce sont des gens extrêmement professionnels, très consciencieux et qui tiennent énormément à la qualité de leurs produits et à leur outil de production. Ils ont dû aussi penser que leur usine n'a décidément pas de chance. Pour devenir le 5e groupe pharmaceutique mondial, SKF s'est allié à un groupe anglais. Résultat, une restructuration de la filiale française. Limay doit être fermée l'an prochain. La menace est-elle liée à cette annonce? À SKF, on a déjà une certitude. Le saboteur a bénéficié de complicité interne. À Marseille, 40 000 personnes pour un match de football placé sous haute surveillance. Marseille-Bordeaux, je vous laisse le choix du titre. C'est le titre en jeu, la guerre des nerfs, ou tout simplement la solitude d'un homme en noir. L'arbitre, M. Girard, à 1 heure de coup d'envoi, ambiance au stade Vélodrome, sur place, Jean-Claude Durand. Cet OM Bordeaux, au-delà des polémiques qu'il a suscitées bien avant le coup d'envoi, n'est pas un match comme les autres. Déjà, lors de précédentes rencontres, il y avait un contentieux entre les deux formations par président interposé. Cet OM Bordeaux de ce soir est significatif à plus d'un titre. Il sera peut-être déterminant pour une question de suprématie d'une part, mais d'autre part pour une première place au classement et un éventuel titre à 5 journées de la fin du championnat. Qu'en sera-t-il exactement dans 1 heure environ, difficile de préjuger. Souhaitons simplement, s'il y a un vainqueur, que ce soit le football et uniquement le football, et que la passion ne l'emporte pas avec des débordements aux conséquences quelquefois dramatiques. À l'étranger, l'aveu de Moscou sur la tuerie de Katyn ouvre de nouvelles perspectives aux relations soviéto-polonaises. Couronnement d'une visite importante pour les deux pays, le général Jaruzelski a rendu hommage aujourd'hui aux 15 000 Polonais victimes du stalinisme. Philippe Pister. L'hommage du général Jaruzelski, l'hommage d'un soldat polonais à d'autres soldats polonais exécutés dans cette forêt de Katyn par la police politique de Staline en 1940. Réunis dans l'hommage, face à face, 2 unités, soviétiques et polonaises, le symbole de l'aveu de Moscou hier sur sa responsabilité dans le massacre de Katyn, une page blanche enfin remplie après un demi-siècle d'attente pour la Pologne, la fin d'un contentieux, un nouveau départ pour les relations entre ces deux pays. 2 heures de cérémonie, le couronnement de 4 jours de visite du président polonais en URSS. Avec l'aveu soviétique, Gorbatchev hier a fait un geste politique envers son ami Jaruzelski. Le général du coup d'État de 81 restera à Varsovie avec l'image de l'homme de la vérité de Katyn.
Notre invité ce soir, Jean Daniel, directeur du Nouvel Observateur, le dernier des documents de l'Obs dirigé par Vincent Jauvert et consacré à l'Est. À votre avis, Gorbatchev veut effacer toutes les tâches du passé. Quel prix est-il prêt à payer pour offrir à l'Union soviétique une espèce de virginité politique? C'est un geste incroyablement spectaculaire. Non pas qu'il nous apprenne quoi que ce soit de nouveau, puisque ces choses-là, nous les savions. Les Polonais le savaient. Mais la façon officielle pour l'Union soviétique de reconnaître un crime qui la met à égalité avec les crimes d'Hitler, c'est-à-dire que maintenant on va pouvoir dire, on va recommencer à dire qu'entre Staline et Hitler, il y a une égalité dans la terreur et dans la barbarie. Cette opération est d'abord une opération de transparence, c'est une opération de rapprochement avec la Pologne. N'oublions pas qu'en ce moment, plus que jamais, l'Union soviétique va avoir besoin de très bonnes relations avec la Pologne et que la Pologne y est prête. C'était la condition qu'elle mettait, mais elle y est prête parce qu'elle a davantage peur d'une Allemagne réunifiée que de l'Union soviétique. La visite du président Jaruzelski et de son Premier ministre à l'Élysée a été un des moments forts de toutes les négociations entre la France, la Pologne, les États-Unis et l'Union soviétique, parce que les Polonais ont dit, les seuls au monde et clairement, qu'ils avaient toutes les raisons pour l'avenir d'avoir peur de la réunification allemande. Et ils ont démontré à ce moment-là qu'il ne leur restait qu'une seule chose pour se rapprocher de l'Union soviétique, la vérité sur le passé. Gorbatchev vient de leur offrir la vérité. Alors à propos de vérité également, comment interprétez-vous le témoignage aujourd'hui du président américain George Bush? Il a téléphoné à Mikhail Gorbatchev pour lui dire qu'il jugeait préoccupante la situation en Lituanie. Préoccupante, comme vous voyez, c'est un euphémisme, étant donné que c'est la situation des Lituaniens qui est en jeu, c'est un blocus, c'est une asphyxie économique. Cependant, il faut bien se dire quelque chose, c'est que le monde entier trouve que Gorbatchev est un progrès extraordinaire par rapport au passé. Autant Gorbatchev est impopulaire chez lui, parce que rien ne va, sauf la liberté, certaines libertés. Autant il est populaire dans le monde entier parce qu'on trouve qu'il a fait avancer les choses d'une manière incroyable, et particulièrement dans l'ordre mondial, c'est-à-dire dans les rapports entre les deux superpuissances et sur le désarmement. Mais alors, dans ce despotisme éclairé qu'organise autour de lui Gorbatchev, certains mettent l'accent sur le despotisme, c'est encore les gens de l'intérieur de l'Union soviétique, d'autres à l'extérieur mettent l'accent sur éclairer sur les lumières. Et là, je vais vous citer une anecdote, la plus brève possible, je sais, mais c'est qu'avant sa mort, le grand savant soviétique, Alexandre Sakharov, harcelait Gorbatchev. Et Gorbatchev lui a essayé de le convaincre de deux choses. Il lui a dit, j'ai besoin de temps. D'abord, pour effacer de la Constitution le rôle dominant de l'Union soviétique, il l'a fait après la mort de Sakharov. Et ensuite, et surtout peut-être, j'ai besoin de temps pour aménager une fédération des États libres de l'Union soviétique. Et là, il demande aux Lituaniens d'avoir la même compréhension que le président polonais ou que le président tchécoslovaque. Vous savez qu'Havel demande qu'on protège Gorbatchev. Mais les Lituaniens, en ce moment, eux, ne songent qu'à leur indépendance. Comment leur en vouloir? Alors le président Bush des États-Unis, qui va un peu plus avant que notre président ou bien que les États européens, disent en ce moment, ne nous mettez pas dans la situation d'avoir à choisir entre la reconnaissance de vos efforts pour le désarmement, pour la bonne entente dans un ordre mondial, et l'indépendance des Lituaniens. La fin du stalinisme aussi sur le terrain économique. Après 70 ans de régime étatique, l'Union soviétique amorce un grand virage libéral dont les conséquences restent imprévisibles. Commentaire d'Hélène Rizacher. Il est temps de radicaliser les réformes économiques. Le président soviétique Mikhail Gorbatchev a réuni autour de lui aujourd'hui le Conseil présidentiel et le Conseil de la Fédération afin d'examiner le projet. Dès le 1er juillet prochain, 70% des entreprises du RSS commenceront à être dénationalisées et cédées soit à des soviétiques, soit à des étrangers, jusqu'à 100% du capital. Par ailleurs, au 1er janvier 1991, les 2/3 des prix de gros et de détail pourraient être libérés. Objectif, mettre sur pied d'ici 1993 une économie de marché régulée. Véritable électrochoc pour le pays qui signifie dans un premier temps inflation, le doublement des prix de détail est prévu lors de leur libération, et développement du chômage avec la fermeture des entreprises non rentables. On prévoit de 10 à 50 millions de chômeurs d'ici l'an 2000. Même avec la création d'une allocation chômage et la protection des plus bas revenus, les artisans de cette réforme s'attendent à une très forte opposition.
L'économie soviétique aujourd'hui est à la dérive. Dans les magasins, y compris à Moscou, les pénuries s'aggravent. Et, signe inquiétant, depuis 6 mois, de plus en plus d'entreprises soviétiques n'arrivent plus à payer leurs fournisseurs étrangers. Dès lors, comment expliquer à la population qu'elle va devoir faire un effort supplémentaire? Pour Leonid Abalkin, premier vice-ministre chargé de la réforme, le président devra agir résolument. Son pouvoir est une condition indispensable au succès de la restructuration économique. L'équipe de Mikhail Gorbatchev a contre elle les conservateurs privilégiés du système et les ouvriers, peu ou pas qualifiés, menacés à terme de licenciement. Une association étrange, mais qui se fait le relais des mécontents, menace de grève et tentera le sabotage de la réforme. Alors Jean-Daniel, quelle est la plus grande menace pour Mikhail Gorbatchev et plus généralement pour les frêles démocraties de l'Est? C'est le chômage ou le nationalisme? Les situations ne sont pas pareilles. On ne peut plus dire l'Est maintenant. Entre la situation par exemple de la Tchécoslovaquie et de la Pologne, c'est le jour et la nuit. La Tchécoslovaquie peut s'en tirer. Elle a des traditions de libéralisme économique, elle a des traditions de libéralisme politique, elle peut s'en tirer. Et puis les gens sont soucieux d'investir. Entre la Tchécoslovaquie et la Hongrie, la Bulgarie, il y a des différences considérables. Pour parler de l'Union soviétique, ce qui vous occupe ce soir, c'est évidemment la plus grande peur. Je vous dirais que l'ancien conseiller du président Carter, M. Brzezinski, de son passage à Paris, avec lequel j'ai eu un entretien, m'a dit que le libéralisme, curieusement, c'est un Américain ultralibéral qui dit ça, n'est pas une solution immédiate pour l'Union soviétique, qu'elle peut procéder à des privatisations très partielles, très contrôlées, mais qu'on ne peut pas faire un capitalisme sans capitaux, et on ne peut pas faire des investissements sans capitaux. Donc le problème de la transition vers la privatisation est un problème énorme qui va avoir des secousses considérables en Union soviétique plus qu'ailleurs. Merci Jean-Daniel pour toutes ces précisions. Je voudrais vous recommander également le nouvel état du monde, bilan de la décennie 1980-1990 aux éditions de la Découverte. Très précieux. Ouvrage très précieux. Je vous en fais cadeau. Les temps forts de l'actualité du jour en bref avec le commentaire de Jean-Jacques Malmanche. Lituanie, réaction ferme de Vytautas Landsbergis devant la menace de blocus économique de Mikhail Gorbatchev. Le président du Parlement lituanien est soutenu dans cette affaire par Londres et Washington. Feuilleton du supercanon irakien Suite et Prudence dans les médias britanniques, la série anglaise Sheffield Forgemaster a révélé avoir déjà livré à Bagdad 44 cylindres identiques. Il s'agirait de simples tronçons d'oléoduc. 600 personnes ont manifesté cet après-midi à Mulhouse pour rendre hommage à Karim Hilmi, le jeune beurre de 17 ans tué cette semaine pour une querelle sur des problèmes de bruit. La manifestation s'est déroulée sans incident. Drogue frelatée à Marseille, 6 morts en 10 jours. Il semblerait que les victimes aient consommé de l'héroïne coupée avec du poison. Cette affaire survient alors que le nombre de morts par overdose augmente à Marseille. La police a déjà arrêté plus de 200 trafiquants. Nucléaire, superstition ou concours de circonstances, pour la deuxième fois, la centrale Super Phénix de Crest-Malville a redémarré un vendredi 13. Les autorités et les techniciens assurent cette fois que toutes les conditions de sécurité et de bon fonctionnement sont appliquées. À Crest-Malville, Aline Acmont. Pas de surprise pour la centrale nucléaire de Crest-Malville. Depuis janvier 89, le programme prévu de remise en état a été parfaitement suivi. Cependant, une étape importante a marqué cette année. Nous avons fait un certain nombre de travaux, donc principalement le remplacement de ces 2 réservoirs en acier ferritique par des réservoirs en acier inoxydable. Nous avons également fait des permutations d'éléments combustibles à l'intérieur du cœur pour en augmenter la réactivité, c'était des travaux qui étaient prévus. Et puis également des travaux de maintenance sur des matériels principalement en salle des machines. Pour avoir l'autorisation de redémarrer, les techniciens de cette centrale ont dû apporter toute une série de garanties. Nous avons soumis aux autorités de sûreté le compte rendu de ces travaux, de ces études, de ces contrôles que nous avions faits. Bon, ces documents ont été analysés et ça aboutit hier donc à la non-opposition des autorités de sûreté au redémarrage de la centrale de Crest-Malville. Ce n'est que dans 20 jours que Super Phénix sera couplé au réseau. Une production de 2 milliards de kilowattheures est prévue jusqu'en septembre.
Des milliers de volontaires, des avions, des hélicoptères et les brigades de gendarmerie mobilisées en Belgique pour traquer non pas les cloches de Pâques, mais les ovnis, les objets volants non identifiés repérés depuis 4 mois par près de 800 personnes. Certains ont même pu les filmer. Vaste opération scientifique à Bruxelles. Luc Laguin-Mouchet. En Belgique, la chasse aux ovnis est ouverte. De la banlieue de Bruxelles à la frontière allemande, le ciel va être passé au peigne fin durant tout le week-end pascal. Lors d'une conférence de presse, les responsables de la SOBEPS, la Société belge d'études des phénomènes spatiaux, ont dévoilé le dispositif. En tout, 20 postes fixes d'observation, 6 équipes mobiles, 2 avions de l'armée belge équipés de caméras infrarouges, sans compter les dizaines de scientifiques et leur matériel ultra perfectionné. Et si les autorités ont déployé une telle armada, c'est que dans la nuit du 30 au 31 mars, quelque chose d'étrange s'est produit. Nous avons envoyé des avions et finalement, les pilotes n'ont rien constaté visuellement. Mais ils ont quand même fait des détections radar qui n'étaient pas très conventionnelles, je dirais. Pour en avoir le cœur net, tout le monde a été mis sur le pont. Ainsi, jusqu'à mardi matin, les brigades de gendarmerie seront en alerte pour recevoir les appels de la population. Et leur standard risque d'être saturé puisqu'en 4 mois, des centaines de Belges ont vu des ovnis. Parmi eux, Marcel Alfarano, un habitant de Bruxelles, qui a eu le réflexe de filmer. Mardi, quand l'opération sera terminée, on en saura peut-être plus sur la forme, les dimensions et l'énergie utilisée pour propulser cet engin bizarre. Un engin qui, en tout cas, aura fait tourner la tête à plus d'un Belge. Sur Terre, la circulation routière très dense aujourd'hui en France, mais avec quelques progrès dans le domaine de la sécurité. Le point sur l'opération Drapeau Blanc tout de suite avec Philippe Dessin. Oui Eric, il y a maintenant 2 jours et demi que l'opération Drapeau Blanc 90 est lancée et je dois dire que la comptabilisation de la dernière tranche nous donne un formidable encouragement. Vous êtes en train de gagner ce défi 90 de la sécurité routière du Drapeau Blanc. Voyons les chiffres sur la dernière tranche horaire, celle qui nous est parvenue. Vous le constatez, 0 tué. Ça ne s'est jamais produit sur les statistiques de la sécurité routière, pas une seule victime sur le réseau routier français. Les accidents corporels ne montrent pas de différence par rapport aux tranches de référence sur les autres week-ends, mais ce chiffre est pour nous tout à fait précieux, c'est un formidable encouragement. Voyons la totalisation sur les accidents corporels par rapport à la même période de référence des week-ends de Pâques les années précédentes, il y a 55 accidents de moins. Les tués, il y en avait 74, il y en a 62 cette année. Les blessés, il y en a exactement déjà 145 de moins. Ce qui nous permet de dire qu'il y a d'ores et déjà 12 vies sauvées pour ce pari du Drapeau Blanc 1990. Si l'on regarde maintenant la courbe qui montre le cheminement, la progression en quelque sorte des victimes sur un week-end de Pâques, on constate que la courbe bleue que vous découvrez sur votre antenne est en train de s'infléchir. Mais attention, vous le voyez, on entre dans une période rouge relativement sensible. Pendant cette période, il y a habituellement beaucoup de victimes. Ça veut dire que ce pari, nous sommes en train de le gagner, mais on pourrait le perdre dans les heures qui viennent si cet effort que vous êtes en train de faire avec les gens de l'opération Drapeau Blanc, si cet effort n'était pas poursuivi. Ça veut dire que dans les heures qui viennent, même dès maintenant bien sûr, mais vous ralentissez la vitesse, vous bouclez la ceinture de sécurité et il faut que demain matin, nous voyons que cette courbe s'est puissamment détachée de la statistique officielle qui autrement nous montrerait que mardi matin, il y a 169 victimes sur le réseau routier français. Donc on continue à se mobiliser, c'est très bien parti et on va gagner et si on gagne, c'est ensemble. Merci Philippe. Merci Philippe, nouveau point demain à 12h45. Musique maintenant, nous allons en direct au printemps de Bourges retrouver 2 des chanteurs et musiciens des Gypsy Kings qui se produisent ce soir à Bourges en vedette à 20h30. J'ai bien dit en vedette car vous collectionnez les disques d'or depuis quelque temps. Oui, ça marche pas mal. On en a eu presque une vingtaine à travers le monde et c'est un grand plaisir pour nous d'être à Bourges ce soir parce que c'est très important, c'est une étape importante en France, on est content d'y participer. Alors j'allais vous le dire, c'est une consécration. En fait, vous jouez depuis 17 ans, vous vouliez être présent à Bourges depuis très longtemps, il a fallu que vous alliez glaner vos disques d'or à l'étranger pour être admis en vedette à Bourges. Ouais, non, mais l'important c'est qu'on y soit et surtout que ça serve d'exemple à ceux qui peut-être veulent y passer. C'est peut-être un petit peu difficile, mais il faut s'accrocher parce qu'on peut y arriver par en bas ou par en haut, c'est ça qui est important. Alors, avant de revenir à votre musique, en parlant tout au moins, nous allons vous entendre, c'était au cours de votre répétition cet après-midi. Oh, oui.
Avez-vous le sentiment d'être des ambassadeurs du peuple gitan en France? Non, avant tout, nous sommes des musiciens, mais c'est évident que si notre succès contribue à avoir un regard différent sur le peuple gitan, nous sommes les premiers les plus heureux. Alors comment expliquez-vous votre succès, cette explosion en faveur des Gypsy Kings? C'est le métissage culturel que vous prenez? C'est votre musique? Ce sont les messages de vos chansons? Je crois que surtout notre musique est arrivée à maturité peut-être, mais surtout le public aujourd'hui est arrivé à maturité pour pouvoir la partager. Et c'est ce qui nous fait le plus plaisir aujourd'hui, c'est de pouvoir faire la fête. Mais à un niveau mondial, je crois que c'est fantastique pour nous, Gypsy Kings, pour les Gitans et pour la France, parce qu'on est très heureux de pouvoir contribuer au rayonnement d'une des facettes de la culture française musicale à l'étranger. Alors, le fait d'être présent au top 50, et je pose la question à votre voisin parce qu'on n'a pas beaucoup entendu jusqu'à maintenant, c'est une reconnaissance admise par vos pairs? Mais ouais, il n'a pas de micro, mais je parle pour lui. Mais disons que pour notre famille, ça leur fait vraiment très plaisir que ça marche. De toute façon, l'évolution, ça s'est passé petit à petit, donc tout va bien. Bon, écoutez, bonne chance pour votre concert ce soir, c'est à 20h30 Merci. au pavillon à Bourges. J'espère la prochaine fois qu'on installera un micro aux musiciens comme aux chanteurs. Très bonne soirée, merci d'avoir été en direct avec nous. Et je vous offre maintenant cette dernière image du journal. Ce sont des petits poussins de toutes les couleurs, après les œufs multicolores pour fêter Pâques. Voici donc les poussins de toutes les couleurs. Une avicultrice d'Evet Salbert, Elisabeth Schenberg, âgée de 33 ans, vend ainsi des poussins avec un duvet bleu, violet, vert ou rose sur les marchés du territoire de Belfort. Dernière image de ce journal pour émouvoir Laurence Wittner. Et puis pour terminer, le tiercé avec les rapports pour 5 francs, le 11, le 7, le 9 pour gagner 6 297 francs 50 et le Quartet Plus 11, 7, 9, 14 pour gagner 48 777 francs 60. Dans un instant, la météo complète de Michel Touret. Je vous retrouve pour Soir 3 à 22h45. Très bon début de soirée.